It's murder and wine. Des meurtres et du vin. Notre sponsor de cet épisode, les Aubrières, mais c'est qui? Aubrières est née de rien, construite avec travail, observation et passion. Sarah, franco-italienne, et Charles, franco-écossais, un couple d'épicuriens, ont choisi de suivre leur amour du vin en cultivant leurs vignes avec dévouement et précision. Aubrière signifie ouvrier en occitan, un hommage à leur début dans le monde du vin, comme vigneron, mais aussi un clin d'œil aux gestes manuels qui continuent à préserver de la taille à la vendange. Il conjugue respect du vivant et précision technique. Il s'agit du vin naturel, mais qui ne signifie pas laisser faire, mais maîtriser chaque étape avec rigueur et attention. Les vins incarnent leur philosophie, pur, authentique, précis et gourmand. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello And welcome to Des meurtres et du vin. votre podcast Préféré. Je laisse faire seul. C'était trop les dernières fois. Je les ai écoutés, je suis c'est too much. Je sais pas, du coup, maintenant, c'est automatique pour moi. C'est vrai. C'est automatique. Et qui parle de True crime, bien avec sûr. humour Humour et vin. et vin et humour noir. On dit. Oui, voilà. Voilà. C'est un peu dark. Mais Ou pas. on aime. On Ou aime. pas, parce que moi, j'ai déjà fait, on a déjà fait des histoires, donc voilà. Si tu aimes le dark ou pas, Oui. Ou c'est plutôt l'humour dark, je veux dire. si tu aimes l'humour noir ou pas, Ou pas. Et les histoires noires ou pas. voilà. Reste, tu vas voir. On va passer un bon il moment. faut l'avoir goûté pour comprendre. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. It's a designated taste, what do we say? Required taste. Ah, ok. That's very beautiful. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, moi, je viens juste de voir un sujet apparaître sur mon Instagram. Ah, je sais ce que c'est et c'est mon premier. P. Diddy, Ben oui. reconnu non coupable de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs. Alors, il a été non coupable de ces deux chefs d'accusation qui étaient ceux qui l'ont encouru le plus d'années en prison. Ok. Et il a quand même été trouvé coupable de transport de personnes à des fins de prostitution. Ce qui, pour moi, est du trafic sexuel. Oui, mais après, c'est hallucinant. Enfin, il risque, en gros, avec ça, 10 ans de max. Mais tu penses bien que... Il va rien faire. Il fera rien. Mais regarde la situation aux États-Unis. On n'aime pas les femmes aujourd'hui aux États-Unis. Ben, Enfin, clairement très pas. clairement. C'était très compliqué si tu as regardé qui faisait partie du jury, c'était primordialement des hommes Ok. et souvent d'un certain âge. Donc, pour Ok. eux, les femmes étaient complicites. Enfin, Oui. OK, elles ont été droguées, elles les ont tapées, mais elles sont restées malgré, etc. Donc, Elles étaient bien contentes d'être chez P. Diddy. enfin, je dirais pas ça, mais je pense Non, mais que... eux diraient ça. Oui, c'est ça, Voilà. exactement. Donc, du coup, bien que beaucoup de personnes, je pense, en ligne, ont pu croire que les chefs d'accusation qui étaient associations malfaiteurs, c'est-à-dire, il a pas fait seul. Oui. Ses employés lui ont aidé à organiser ses soirées, lui ont aidé à procurer de la drogue, lui ont C'est ça. aidé à faire ces choses-là avec toutes ces femmes. Ça n'a pas été vu comme du trafic du sexe, ça a été vu comme aujourd'hui, une personne qui a une kink et que tout le monde était là pour une raison et une autre et que voilà, ils n'ont pas vu sur ces termes-là. Moi, je trouve ça assez choquant d'être reconnu coupable de transport de personnes à des fins sexuelles, on va dire, mais pas de trafic sexuel. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais alors c'est ça qui est intéressant aussi. Apparemment aux États-Unis, pour faire finir avec ces recherches RICO, ils disent. Okay. Et ça oui. peut inclure multiples choses. Mais en fait, sur ces dizaines de choses ou 6 choses, je sais pas combien il y en a, si seulement on en retrouve 2, on considère que tu es coupable. Et la prosécution a montré, enfin, haut et large, pendant 6 semaines, ils ont montré qu'il avait bien participé à ces choses-là, donc normalement, il aurait dû être reconnu coupable. Sauf qu'apparemment, donc sur ce jury, ils étaient très séparés. Il faut imaginer que ça fait, je sais pas combien de semaines, 12 semaines ou quelque chose comme ça que ça dure. C'est énorme. Et là, faut voir qu'aux États-Unis, là, on est mercredi. De combien on est On est le 2 juillet. Le 2 exactement. juillet. Et ça fait 12 semaines qu'ils sont séquestrés. Et là, ils partent sur un long week-end aux États-Unis du 4 juillet. Ah bah oui, c'est vrai. L'indépendance. Donc, tu penses que, tu sais, les gens qui en ont marre, quoi. Ils en ont marre de sortir de là. Ils voient que ça passe nulle part parce qu'ils n'ont pas passé énormément de temps à discuter, à échanger, mais je pense qu'ils en ont vraiment marre. Ouais. Et puis, the star power. Enfin, c'est quand même P. Diddy. Apparemment, il était très charmant. Son avocat était très charmant. Voilà. Et il y a eu multiples reprises que d'autres journalistes qui avaient été dans la salle ont dit que des jurys le regardaient, ils ont fait un petit sourire, un petit clin d'œil. Wow. Donc, du coup, ils avaient de la sympathie pour lui. Et c'est ça, une jury, c'est 12 personnes lambda qui n'ont pas forcément, qui n'ont même pas du tout
ils connaissent pas la loi. C'est ça, et puis c'est à l'appréciation, comme on dit dans le sport, à l'appréciation de l'arbitre. Mais c'est ça. Après, c'est la même chose. Si t'as fini d'en parler, j'avais lu donc un livre. Bon, c'est un long sujet que j'ai en fait depuis quelque temps. Et en fait, c'était un livre que j'ai lu qui s'appelle Talking with Strangers, échanger avec des étrangers. Oh, tu m'en as parlé, je crois. Ouais, et en fait, il parle de plusieurs choses. Donc, la première, c'est la présomption de vérité. En fait, on est programmé pour croire que les gens disent la vérité. Okay. Et on est tous programmés de cette manière. Et quelque part, c'est essentiel à notre bon fonctionnement de la société. Tu vois, parce que si on était tous toujours méfiants. Exactement. Mais ça nous rend vulnérables forcément à la tromperie. Et à chaque fois dans le livre, ils prennent des exemples très concrets. Par exemple, ils prennent Anna Montes, qui était un agent de la CIA, qui a trompé ses collègues pendant des années parce que c'était un espion, et Bernie Madoff, qui a trompé tout le monde. On est d'accord que ça soit et pendant hyper longtemps. Et les gens les considéraient comme dignes de confiance. Ah oui, complet. Voilà. Et ensuite, il parle du fait qu'il y a une sorte d'illusion de transparence. En fait, cette idée qu'on peut lire quelque chose sur les autres. Toi, je te vois rigoler parce que tu le crois. Je le fais de ouf. Ouais. Et tu crois qu'à partir d'une expression faciale ou d'un comportement, on peut les comprendre, mais en fait, c'est souvent erroné. C'est ce que moi, je jamais souvent là-dedans. Je dis oui, j'ai un sentiment, mais je me fais pas confiance en tout cas. Et l'exemple qu'il utilise pour celui-là, c'est le comportement d'Amanda Knox pendant son procès, qui a été jugé très suspect par beaucoup de personnes, alors qu'en fait, elle était clairement pas coupable. Clairement. Voilà. Ensuite, il parle des théories de l'inadéquation. Donc, en fait, nous attendons quelque chose d'un certain comportement et ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, on attend à ce qu'une personne dans une situation se comporte de telle façon et on voit très bien que c'est souvent pas le cas. C'est vrai. Et là, c'est là où j'ai pensé à ce cas-là, que les juges prennent souvent de meilleures décisions en matière de libération sous caution en utilisant des algorithmes informatiques qu'en regardant les accusés dans les yeux. Donc, il a utilisé plein d'exemples qui démontrent que quand le juge a faim, quand c'est à fin de matinée ou fin de journée, quand il est fatigué, quand c'est ci, quand c'est ça... Il est plus dur. Il est plus dur. Et avec des algorithmes, ils ont démontré qu'un juge, en fait, qui juste prend en cas les faits, sans son opinion personnelle, en fait, ils étaient de meilleurs juges, c'est-à-dire pour quelqu'un qui allait devenir malfaiteur, récidiviste, ouais. Voilà, que en fait, les juges sont assez nuls. Waouh. Ouais, donc dans les statistiques, c'est ça. En fait, que tu te juges, tu te portes vachement, tu crois vachement à l'impression que tu as de la personne en face de toi. C'est ça. Ou en fait, en regardant dans les yeux, on croit qu'on peut comprendre quelque chose. C'est vraiment lié aux 3 autres points. Hein. Okay. Et ensuite, il parle donc de couplage. En fait, c'est un comportement qui est lié à des circonstances et à des environnements spécifiques et non les personnes, en fait. Et ça, c'était assez compliqué à comprendre, mais il utilise un exemple c'était vraiment hyper bien expliqué. En fait, au Royaume-Uni, j'imagine dans d'autres pays aussi, ils avaient un type de gaz qui était utilisé à une certaine époque dans les cuisinières domestiques. Et là, il y avait un taux de suicide qui était énorme. Sylvia Plath, la poète, en fait, s'est suicidée comme ça. Ouais. Et c'était tellement facile et une façon très féminine d'ailleurs de se suicider, qui ne veut pas. Les femmes, c'est souvent une manière très fin, sans endommager le corps, cacheton, etc. C'est pas la balle de dans pistolet la dans la crâne. Et du coup, en fait, on penserait que quelqu'un veut en être fini, il s'en finit, peu importe la situation. Et en fait que non, on a très bien vu que quand ils ont changé le type de gaz, le taux de suicide a baissé, mais de façon considérable au Royaume-Uni. Et depuis, qu'il n'a jamais réaugmenté. Parce que cette manière de se suicider a disparu. Et c'est la même chose qui était dans le pot d'échappement d'une voiture. Oui, et ça n'existe plus aujourd'hui. Tu ne peux plus te suicider comme ça non plus. Tu peux plus te... J'ai dû investiguer parce que je me suis posé la question. Bah oui, parce qu'on le voit encore dans les films actuels. Eh ben non, c'est pas vrai. Ok. Voilà. Et ensuite... La mère de Phoebe Buffay dans Friends s'est suicidée comme ça. Ah oui, eh ben tiens, je m'en suis pas souvenue. Et en fait, tout ça, en fait, il a utilisé plein d'exemples différents de ces 5 éléments pour vraiment faire une étude de cas vraiment sur Sandra Bland. Ah oui. Et c'est vraiment, c'est terrible de lire cette histoire et de lire son récit, en fait. Remets le contexte pour ceux qui ne connaissent pas. Aux États-Unis, hein, forcément, une jeune femme noire est décédée en garde à vue après un contrôle routier de routine totalement normal qui a dégénéré.
En fait, elle s'est arrêtée. Le monsieur qui l'a arrêtée était reconnu pour arrêter tout le monde sans presque aucune raison. Et il y a une raison pour laquelle il a fait ça, parce qu'à une certaine époque aux États-Unis, c'est ce qui était précommandé. Ça l'est toujours d'ailleurs. Oui. Et en fait, dans le livre, il utilise cet exemple pour montrer comment des malentendus entre inconnus peuvent être rapidement fatales lorsqu'ils sont alimentés par des préjugés et du mauvais jugement. Ouais. Donc, les deux ensemble Et ça peut dégénérer. Peuvent dégénérer. Alors, il rentre dans beaucoup plus de détails que ça sur la police américaine et la manière de fonctionner. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très intéressante et très intéressante de comprendre aussi cette histoire qu'on a aux États-Unis. On adore le dire, le jury de 12 personnes, c'est la manière la plus véridique, fair, etc. Mais est-ce là, vraiment, selon moi, j'ai toujours pensé la sympathie d'une personne, voilà, moi aussi, je suis de moins en moins crédible dans ce... Alors, j'ai jamais trouvé ça, que c'était la manière la plus correcte de juger une personne, surtout quand tu juges des meurtres, ou des viols, pour moi, c'est, tu as fait ça, il y a telle preuve. Mais c'est pour ça que j'ai vachement de problèmes. Là, je suis en train de faire des recherches sur une histoire. Et en fait, j'ai énormément de problèmes avec les avocats de la prosécution. Ouais. Parce que du coup, alors, tout le monde a droit à une défense. Oui. Mais en fait, là, souvent, ça devient trop gagner ton affaire plutôt que de faire vivre la vérité et d'avoir une sentence correcte en fonction du crime qui a été commis. En fait, alors il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'intéressant sur le procès de P. Diddy, et justement que ça leur a mis dans la prosécution a pris je sais pas combien de semaines pour leur chef d'accusation. C'est-à-dire, je crois que c'était 12 semaines, alors que la défense en a pris une. Oh ouais, d'accord. Et en fait, ça les a saoulés. Enfin, tu avais des gens qui étaient endormis, qui n'en pouvaient plus. C'était trop d'informations. Alors que la défense a fait simple. Écoute, on vit dans un autre monde. C'est un homme respecté, mais qui a effectivement un libido, des kinks, etc. Il a beaucoup d'argent. Les femmes sont restées avec lui. C'est des disputes d'amour. On en a toujours eu. Et puis voilà, chef, basta, on finit. Bisous. Et regarde, ça a forcément marché. Donc du coup, c'est pour ça que je pense pas. Et ben tu le vois d'ailleurs, les avocats quand ils choisissent les jurés, c'est genre non, elle est plus enclin à dire oui ou à dire non parce que nous on n'aurait été pas choisis pour ce jury-là. Non, parce qu'il est arrivé ça dans sa vie et du coup dans sa tête, elle pense que ça. Enfin, c'est horrible et en fait tu peux pas juger de manière juste parce que c'est que à base de. Après, moi je serais très bonne parce que tu le sais. À chaque fois que je trouvais que je faisais pas confiance à quelqu'un, même des années après, j'avais raison. Ouais, ça dépend, hein. Mais bon, t'aimes tellement pas je pars du principe que je n'aime pas la personne. Déjà, il y a tellement de gens que tu n'aimes pas que c'est difficile à juger si t'as eu raison ou pas. Mais ça, c'est les taureaux. On n'aime personne et puis gagner notre confiance, et une fois que c'est fait, c'est fait. Moi et toi, c'était fait en une soirée. T'exagères. Bam, bam. Bam, badi, boum. Non, mais c'est super intéressant. Le livre s'appelle comment? C'est Talking with Strangers. Ah, je le lirai, j'aime bien. Ouais, c'était super. Ouais. Moi, j'avais un autre sujet parce que j'ai fini Le Titan. Ah, enfin. Le documentaire. Ouais. C'était un film, en fait. C'était un documentaire de 1h40, un truc comme ça. Alors, c'était super intéressant parce que moi, effectivement, je savais pas, je savais que c'était un milliardaire, machin, mais je savais pas qu'il y avait autant en fait, il savait que ça allait pas marcher. Ben oui. Il le savait depuis, les débuts. Et il aurait pu arrêter 12 fois. En fait, non. C'est ce qu'ils disent dans le documentaire. Lui, il avait vraiment cette ineptitude. Il avait tellement le melon. Que lui, ça marchait. Et en fait, il n'écoutait pas les personnes avec du bon sens autour de lui. Mais je pense qu'il savait que ça marchait pas parce qu'à un moment donné, je sais plus qui dit un truc. En fait, en gros, il se serait pas mis dedans. Il avait le melon. Hein. Ah, mais c'est clair. Pour remettre dans le contexte, donc c'est le Titan, c'est le sous-marin qui a été construit par Ocean Gate, par Stockton Rush. Donc c'est ce fameux sous-marin, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 ans. Ouais, je sais plus. Quelque chose comme ça, qui a coulé, où sur toutes les infos, il y avait genre le compte à rebours. Ah, moi, j'étais dans les On était dedans. Ouais. Compte à rebours il est restant d'oxygène alors qu'ils étaient morts depuis longtemps. Enfin, c'était incroyable. Et en fait, c'est vraiment ce milliardaire qui a fait ce sous-marin qui voulait rentrer dans les annales, quoi. À la Elon Musk. C'est ça. À la Jeff Bezos, etc. Mais bon, après, il est rentré dans les annales, hein. Ah, clairement. Ouais. Là, on se souvient de Ocean Gate. Peut-être pas de son nom. Ouais, mais incroyable. Ouais. Franchement, c'était horrible. Et donc, voilà. Pardon, je passe à autre chose. Du coup, as-tu un autre sujet? Non. Alors, on passe du coup sur le vin.
Alors, cette semaine, c'est la première semaine où on a donc, vous aurez entendu en début d'épisode, les Aubrières Voilà. qui nous sponsorent, entre Ils guillemets. nous sponsorisent pour cet épisode. Voilà. Donc, ils nous ont envoyé pas mal d'informations, donc on n'a pas pu le partager en début d'épisode sur leur travail. Donc, je vous invite à aller voir leur Insta et leur site web. En tout cas, ils nous ont envoyé 3 bouteilles, donc ils vont nous accompagner sur les 3 prochains épisodes. Exactement. Et il me tarde. Il me tarde aussi. Donc aujourd'hui, on commence avec le Mossa Nova. Alors, est-ce qu'on l'ouvre et ensuite je fais le petit topo? Comme tu veux. Ben, on va l'ouvrir. Alors, sachant Vas-y. qu'on n'aura pas de pop aujourd'hui, Non, puisque c'est une bière. Non, parce qu'en fait, c'est une limonade. non, c'est une bière effervescente, donc du coup, C'est un, comment t'appelles ça? Capsule. Une capsule, voilà. Voilà. Merci, merci. Alors, merci à l'américaine de de rien. connaître. I am here. Alors, attends. Ah, alors Charlotte ne sait plus faire avec une bière. Non, j'en bois plus. Quelle est cette magie? Quelle est cette magie? Alors moi, je veux bien goûter et je vais t'écrire juste par la suite. Ok. Oh, l'ASMR. Yeah, yeah. Oh my God, it's so beautiful. Oh, non, l'ASMR, ce n'est pas Pardon. cogner le micro. Pardon. Excuse-moi, c'est moi la brute. Ok, je me réserve. Poker face, poker face. Poker face. Alors, déjà, moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que donc c'est Sarah Lombardi qui nous a écrit ce mail récapitulatif en fait, Oui. et qui est avec son conjoint Charles Mackay. Donc déjà une franco-italienne. Moi, je suis. Bon, déjà, elle a Sarah qui s'écrit pareil que Pareil que sans toi. H, C'est et assez ensuite énorme. un écossais. Donc, du coup, Parfait. moi, je me retrouve. On Voilà. c'est parfait. Donc du coup, et j'aime bien parce qu'à la fin, elle met, attends, hop là, je ne suis pas sectaire sur les glaçons. Alors, ça, Sarah, you the best. yes. Et là, elle dit, et moi ça j'ai adoré. En fait, ce que je veux, c'est que vous kiffiez. Donc c'est vraiment la personne en fait qui fait du vin pour que les gens ils se régalent. Quoi. Alors, Moi, ça, j'aime. clairement, et on le ressent même à la première bouchée. Hein, je tiens à le dire. Attends, j'ai pas goûté encore. C'est pas, il y a une sorte de joie dans ce vin. Bon, j'ai déjà un peu donné une partie de ce que je pense, mais j'essaie de décrire le vin selon ce qu'elle nous a envoyé. Donc là, il s'agit du Mossa Nova 2024, qui est donc vinifié à la méthode traditionnelle. C'est un rosé pétillant de Cinsault, donc 11% de volume d'alcool, ce que je trouve très sympa perso. Et c'est une bouteille, je pense, à 15 € la bouteille. C'est de donner cette information et c'est intéressant parce qu'on partage rarement le prix de nos bouteilles. Ouais, pas mal. c'est vrai. On devrait le faire. Ouais, on devrait le faire plus souvent. J'avoue. Ouais. Est-ce que, du coup, donc, j'avais dit 15 € la bouteille. Donc, ce vin est vinifié en 2 temps. Donc, un vin de base léger, peu alcoolisé. Donc, suivi d'une seconde fermentation en bouteille avec liqueur de tirage. Et est-ce que tu sais ce que c'est, ma chère Charlotte? Absolument pas. Alors, sauf erreur, c'est le liqueur de tirage, c'est une vinification avec donc le vin tranquille, comme on dit, Ok. parce qu'il n'y a pas encore de bulles. Ok. On n'a pas encore mis des levures et du sucre. Et ça, c'est le processus pour faire des bulles. Ok. Alors, si je me trompe, que Sarah Nous corrige. nous corrige, mais je pense que c'est ça. Et donc, elle dit une bulle plus généreuse, des arômes délicieux et expressifs, note amylique. Donc, j'ai renoté. Est-ce que Charlotte sait ce que c'est? Absolument pas. Alors, c'est encore un truc dans les fermentations. Il me semble que ça donne un truc acidulé, je crois. Ok. Je crois que quand on parle de... Alors là, encore une fois, je peux me tromper. J'aurais peut-être dû faire mes recherches avant. Et une finale sèche avec très peu de sucre résiduel. Un Cinsault à croquer. C'est un vin festif par excellence. On le prend en début de repas pour, elle nous dit, fêter les 50 000 écoutes, par exemple, ou un dessert avec de la fraise qui rappelle le jumellement. Et j'avoue que la fraise, on le sent à fond. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que, alors, franchement, presque, j'aurais envie de mettre le mail sur Internet. Parce que, on peut? Tu peux faire un extrait? Peut-être, ouais, parce que son mail est parfait, en fait, et c'est ça que j'aime, mais on avait eu pareil avec le domaine Baccar, c'est cette espèce de passion que ces gens ont pour leur vin, et là, elle le dit, même à la fin, elle dit, je m'arrête parce que sinon j'écris 8 pages. Alors, ce qui n'aide pas, c'est qu'elle fait partie de notre groupe de TDAH, donc... Non, mais il faudra la faire rencontrer Pauline de Pompette. Là, elle n'arrête jamais. Alors là, on est... Forever. Et du coup, elle dit donc le Mossa Nova, donc on peut le jouer en cocktail. Donc si vous mettez soit une tranche de citron ou d'orange plus glace, et donc du coup tu peux mettre de la glace pilée, j'imagine. Et en fait, ça joue le contraste avec le côté. Elle dit bonbon harlequin du Cinsault et apporte plus de peps. Ou y mettre une fraise parce que c'est le fruit qui se dégage dans ce vin. Et j'aime vraiment envie de tester comme ça. Sachant que j'ai pas inclus dans l'histoire, mais Sarah et Charles, Charles, oui,
ne viennent pas du tout du monde de vin. Je crois que Sarah était RH avant. Elle était RH à Paris. Lui aussi, il a quitté sa vie totale pour devenir vigneron. Donc, du coup, ça qui est incroyable. C'est incroyable leur passion, leur connaissance, leur méthodologie, puis la manière de parler que même moi qui bois du vin très sérieuse depuis très longtemps, j'adore. J'ai pas le vocabulaire. Mais moi, je suis allée sur leur site et sur leur Instagram et en fait, j'ai adoré parce que c'est ultra naturel. Et tu vois, en fait, moi, par exemple, j'ai posté là sur Insta, ils ont, voilà, leur vigne, il y a de la vie, il y a des fleurs, il y a des bêtes, il y a des machins. Oui. Et c'est vachement dans le respect de ça. Et puis même leurs photos où ils sont en mode délire, tous les deux avec leurs bouteilles. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. D'ailleurs, tu veux pas prendre le temps de dire le site web et l'Insta? Oui, bien sûr. Alors, l'Insta, c'est Les Aubrières, tout attaché. Et le site web, c'est domaine/aubrières.fr. Parfait. Et franchement, moi, j'ai adoré j'ai adoré la manière dont leur vibe. Ouais. Ah, et en fait, j'ai trop envie, mais ça, j'aimerais vraiment qu'on le se fasse. J'ai vraiment envie d'aller les Mais visiter. on va le faire. Parce qu'ils sont pas y loin. aller. Ouais. Donc, Il nous a même proposé d'enregistrer. Ah ouais, Bruno, si tu nous entends. À faire. Voilà. Tu prends Mag et let's go. Et Sarah est allée un pas plus loin parce que non seulement elle nous a fourni 3 bouteilles, incroyable. mais elle nous a fourni un accord true crime, une histoire pour aller avec chaque bouteille. Accord true crime, j'ai trouvé ça génial. Moi aussi. Donc, dans le respect total. Le podcast comme ça, en fait. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Accord true crime. Attends, on va changer. Attends, on reprend. Là, elle a marqué bulle glamour et coup fatal. Donc, ce pétillant rosé joue les étoiles de fête, fruité, léger, presque innocent, jusqu'au jour où la haute couture s'effondre à Miami. Donc, meurtre associé, le très glam Gianni Versace, abattu le 15 juillet 97 devant sa villa. Une scène où l'excès de paillettes rencontre la tragédie, cette bulle euphorique et l'accord parfait. Et du coup, je passe à mon histoire. Yeah. Donc, c'est ma soirée. C'est Gianni. Alors, moi, j'avoue, forcément, je connaissais l'histoire de Gianni. Pour une fois, c'était sûr que je connaissais. Mais je connaissais pas du tout en détail. Je savais pas du tout qui était le tueur. C'est vrai? Non, j'ai pas regardé de documentaire là-dessus, jamais. Donc, il y avait un super American Horror Story dessus. Ouais, mais c'était un truc où c'était pas un documentaire. C'était un truc où ils ont refait l'histoire. Non, mais apparemment, c'est assez proche. Ah bon? Oui, j'ai pas regardé. Non, ça m'a pas intéressé plus que ça. Et donc, du coup, voilà, je suis quand même, j'ai appris des choses. Je pense que je vais pas forcément t'apprendre quelque chose. Ah, mais si, peut-être. Et j'aime bien parce que c'est la première fois que, du coup, on se raconte des histoires où on sait ce que l'autre va dire. Ouais. C'est vrai. Mais vu que c'est intéressant. C'est d'une mail, hein, oui. On est d'accord. Donc, il y a 20 ans, à South Beach, en Floride, c'était pas un endroit qui accueillait des lève-tôt. En fait, c'est un endroit où on farniente sur la plage, les boîtes de nuit, beaucoup d'hédonisme, et dominé par une foule branchée composée de mannequins, musiciens, acteurs et de bohèmes, à condition qu'ils soient hyper beaux en roller et en string. Voilà, c'est ça. C'était la beauté, le bling-bling de Miami. Des années 80. J'adore faire du roller en string. C'était en années 90, presque fin. 90. Voilà. Same. Oui, ben, c'était le mode de Gianni Versace, hein. Exactement. Donc, dans ce monde-là, il y avait tous ces gens ambitieux et déterminés, et à commencer par Gianni Versace. Voilà. Donc, le matin, comme dit très bien Sarah, du 15 juillet 97, le fondateur italien de son empire de la mode glamour, il n'a que 50 ans, il était debout à 6 heures. Il va passer quelques coups de fil à Milan, il va travailler un peu, puis il va quitter son manoir pour se rendre au News Café, qui était juste à côté de sa maison. En fait, il allait souvent dans ce restaurant où il achetait un café, il échange quelques mots avec le gérant et ils prennent quelques numéros de Vogue ou du New Yorker, en gros, et il retourne à sa maison qui s'appelle Casuarina, on va dire ça. Parfait. La somptueuse villa qu'il avait acquise et rénovée pour forcément des millions et qui est de dollars. Ultra bling bling. Ultra bling. Très rococo. Très rococo, grave. Ah oui, c'est kitsch rococo à mort. Donc, il commence à monter que de 5 marches. C'est toujours un truc qui m'a fait halluciner dans cette histoire, c'est qu'en fait, sa porte, il y a une grillage et la porte, elle est juste là. Il n'a pas de jardin, d'accès, c'est vraiment là sur la rue. C'est pas très privé, ouais. C'est ça. Donc, il gravit ces 5 marches en marbre et puis il va mettre sa clé dans la serrure. Et à ce moment précis, il y a un homme aux cheveux bruns, vêtu dans un short, un débardeur gris, une casquette de baseball et un sac à dos,
qui va monter ces mêmes marches et c'est Andrew Cunanan qui va tirer 2 fois sur Gianni comme une exécution. Et il va se retourner et va partir, mais de façon un peu nonchalante, même pas pressé. Ce mec, Andrew, 27 ans, décrit par sa propre mère comme un prostitué homosexuel de luxe. Oh, elle l'aimait bien. Oui, ouais, c'était son préféré, son golden boy. Il était déjà recherché pour 4 meurtres dans 3 États, et se cachait à Miami depuis plus de 2 mois. La police va l'identifier rapidement comme l'assassin de Versace. Et donc, il y a une sorte de traque effrénée que les médias vont qualifier de tueur en série. Et ça fit la une de toute l'actualité, forcément. Et donc, pendant que la police passe au peigne fin, la région de Miami, les frères et sœurs de Versace, Donatella et Santo, arrivent de Milan. Donc, eux, ils vont réclamer le corps de Gianni et vont retourner de suite en Italie, où déjà le 22 juillet, donc tu vois, je trouvais ça assez fou, entre le 15 et le 22, une semaine après son assassinat, il a ses funérailles à Duomo, à la cathédrale milanaise du, je sais pas, 15e siècle, un truc comme ça, quoi. 14e, je sais plus. Donc, il y a plus de 2000 personnes qui vont à ses obsèques, des caméras de partout. Tous les gens portaient des vêtements Versace. T'as Naomi Campbell, qui était son mannequin préféré. Ouais, qui était pas bien, Naomi. Non, je sais pas, j'ai pas vu. Je dis non, tout en connaissance, aucune idée. Non, parce qu'apparemment, t'as une vidéo très célèbre où je crois qu'elle avait fait un défilé pour Versace avec Donatella. Du coup, c'est peut-être 1 an après la mort et elle pleure sur le podium et tout. Ouais, ok. T'as Anna Wintour, t'as Karl Lagerfeld, qui les deux étaient ses champions dans l'industrie de la mode. T'as la princesse Diana, forcément la cliente la plus célèbre. T'as Elton John et Sting, qui vont clôturer la cérémonie en interprétant The Lord is my shepherd, une sorte de psaume choisi par l'équipe de Versace. Et en fait, à la fin de la chanson, visiblement, ils disent que tu peux entendre les gens sangloter dans toute l'église, quoi. Donc, en fait, quelque part, cette violence dans ce monde exclusif et raffiné de célébrités, cet acte, en fait, existe encore dans nos têtes, quelque part. C'était tellement choquant. Violent, et tellement violent. Et ça montre aussi en un instant à quel point des personnes riches ou les personnes célèbres aussi peuvent être aussi sans défense. Ben ouais. Et je sais pas s'il y a une autre moment qui est aussi marquante que celle-là. De cette façon tellement simple. Et peut-être que ça a changé la vie de beaucoup de célébrités depuis. Ouais. Je pense pas que les gens rentrent dans leur manoir de la même manière aujourd'hui. Maintenant, ils sont tous dans à Calabasas, c'est tout des trucs gays. T'as des gardiens. Oui, bodyguards. Voilà. Ouais, partout. Enfin, il y a personne qui vit comme ça maintenant. Bref. Et donc, en fait, le problème avec cet acte, c'est que le pourquoi reste un peu un mystère. Donc, je remonte aussi un peu l'histoire de Andrew Cunanan. En fait, il a dit à personne pourquoi il avait tué Versace. Il n'a jamais rien écrit. Il y a eu des rumeurs comme quoi lesquelles il aurait fait parce que en fait, il aurait commis une série de meurtres après avoir découvert qu'il avait le VIH. Mais en fait, son autopsie a révélé qu'il n'était pas porteur du virus, donc c'est qu'une rumeur. Et en plus, les membres de la famille de Gianni ont toujours affirmé qu'il n'était pas séropositif. Donc, le 23 juillet, on remonte un peu 97, moins de 2 semaines après le meurtre, en décembre, le meurtre de Gianni. Le corps d'Andrew est retrouvé dans une péniche au large de Miami Beach. Il s'était tiré une balle dans la tête avec le même pistolet qu'il avait utilisé pour tuer ses 3 victimes, dont Gianni. Et son suicide a mis fin à cette chasse à l'homme nationale qui durait depuis quand même pas mal de temps. Je crois ça a duré 2 décennies. Et c'est ça qui m'avait choqué. Moi, j'étais pas du tout au courant. Ah ouais? Apparemment. Putain. Donc, en fait, moi, j'ai pas regardé, parce qu'il y a vachement d'informations, moi, j'avoue. Mais j'ai pas regardé tous les différents documentaires. J'ai plutôt lu des articles. Et en fait, on a toujours voulu combler les lacunes de ce crime. Bah oui. En mettant à la lumière le pourquoi et le comment, mais perso, moi, je l'ai pas trouvé, moi, dans les diverses choses que j'ai lues.
En fait, c'est une cause de peut-être juste de simple homophobie, même si lui-même était homosexuel. Gay, ouais, c'est ça. Mais en fait, dans le American Horror Story, ils essaient de le jouer. Alors, c'est peut-être une des théories, une espèce de fascination morbide que Andrew avait pour Gianni. En fait, il se voyait vachement dans Gianni. Tu vois, il espérait être cette personne-là plus tard. Mais après, je pense que c'est le genre d'affaire où comme on ne sait pas et que la personne s'est tuée, Ouais, oui. ça restera toujours mystérieux et du coup attirant, quoi. Donc, il a tué 2 premiers hommes dans le Minnesota et ensuite le 3e meurtre au Chicago. Okay. Et à cette époque-là, les policiers ont quand même mobilisé les forces pour enquêter sur ces crimes et ils ont tenté de le localiser. Alors, le FBI l'avait inscrit sur la liste de 10 fugitifs les plus recherchés. Okay. Et il a même fait un passage au America's Most Wanted. Ouh, on en parle souvent. Célèbre. Il a un épisode entier dédié à ses recherches, d'accord? Donc, sa vie a été étudiée pour rechercher ses indices. Ah ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand on regarde ses antécédents, on voit pas une infamie criminelle pour autant. En fait, il venait d'une famille de la classe moyenne de San Diego, en Californie. Son père était un courtier en bourse, d'origine philippine, mais au succès mitigé, on dit. Ouais. Et sa mère était une femme au foyer italo-américaine qui aurait souffert de quelques troubles mentaux, non définis ou diagnostiqués, tu peux imaginer à cette époque, mais pas encore non plus. En fait, tout le monde était non diagnostiqué, si tu veux. Donc, elle n'était pas non plus, tu vois ce que je veux dire? Et j'aurais dit petit Valium et un martini, hop, et c'était parti. Et ça repart. Voilà, c'était ça de l'époque. Je te jure, il n'est pas vivre. Donc, en fait, il était dans une école assez élitiste et religieuse qui s'appelait Bishop School à La Jolla, qu'il a fréquenté entre 81 et 87. Mais ses parents avaient du mal à payer les frais de scolarité et du coup, ils avaient hypothéqué leur maison. Wow. Pour que Andrew puisse y aller quand même, tu vois. Donc ils ont voulu le mieux pour leur enfant. C'était pas les gens les plus prestigieux, mais ils essayaient d'aider leur enfant. De l'argent bien dépensé. Voilà. Et lui, par contre, avait honte. Mais ça me choque pas non plus quand on est à l'école et quand t'as pas d'argent. Tu le dis pas à tes camarades, surtout s'ils sont tous hyper aisés. C'est clair. Tu ouvres pas ta bouche, tu fais semblant. Ça, c'est pour moi, mais normal. Voilà. Donc, il laisse entendre, en fait, qu'il venait aussi d'une famille privilégiée, voire même royale. Ce qui me choque pas non plus. Non, quand t'es gamin, t'es mytho un peu. C'est ça, grave. Et en plus, il cache pas du tout son homosexualité au lycée. Et il avait une image hyper extravagante et insouciante de mauvais garçon riche, entre guillemets. Donc, l'école s'efforçait d'être une école formatrice. Mais ça a un peu intensifié la colère d'Andrew, qui était quelque part sous-jacente. Et ça l'a passé pour... En fait, il a voulu se faire passer encore plus pour quelqu'un qui ne l'était pas. En fait, ça le donnait une sorte de dopamine, je crois, de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Du coup. Donc, il était hyper intelligent, un QI de 147, donc genre supérieur à 99,9% de la population. Pas mal, ouais. Et pourtant, il n'a pas de bonnes notes, ce qui me choque pas. Les plus intelligents comme les moins n'ont pas les meilleures notes. Et donc, après avoir obtenu son diplôme, il va s'inscrire à l'Université de Californie à San Diego, mais il va rapidement abandonner ses études et va se lier d'amitié avec des hommes riches, plus âgés, qui payent son loyer, ses vêtements, ses sorties en boîte et ses frais de voyage. Voilà. Il devient accro à la drogue, cocaïne et méthamphétamine, et à la pornographie sadomaso. Ouais. Donc, à la fin de 96, après avoir été quitté par un ami plus âgé et fortuné, qui l'aura agacé, Andrew l'aura agacé parce qu'il n'a pas dû demander une Mercedes. J'adore. On dit que c'est là qu'il commence à perdre le contrôle. Donc là, je me relis et je me dis en 96, alors que j'ai dit que le truc a duré 2 décennies, je sais pas où j'ai sorti ça. Ouais. En gros, on est en 96, il va commencer ses meurtres et on termine avec Gianni. Donc, effacer ce que j'ai dit avant, n'importe quoi. Donc, il va quitter la Californie en avril 97. Il va acheter un aller simple pour Minneapolis, au Michigan, où il dit vouloir régler ses affaires avec 2 amis. Ses amis s'agit de Jeff Trail, un vétéran de la guerre du Golfe, et David Madsen, un architecte à succès avec lequel Andrew a eu brièvement une relation. Et ces deux deviennent forcément ses premières victimes. Donc, il a battu Jeff Trail à mort avec un marteau dans l'appartement de Madsen, puis il a enroulé son corps dans un tapis. Lorsque Madsen rentre chez lui plus tard dans la journée,
Andrew l'aurait retenu captif et Madsen a été retrouvé mort quelques jours plus tard, tué d'une balle dans la tête. Okay. Donc, Andrew, qui s'était procuré l'arme de Jeff Trail, un calibre 40, s'est ensuite rendu à Chicago. En moins d'une semaine, ils vont retrouver le corps de Lee Miglin, un riche promoteur immobilier de 72 ans, qui sera retrouvé dans sa maison, sauvagement battu et poignardé, et portant des traces de torture. Oh. Donc, en plus, on voit qu'il est chill, Andrew, parce qu'après ses meurtres, il se serait rendu dans la cuisine pour se préparer un sandwich au jambon. Ah, bah, style, c'était qui? C'était Richard Ramirez? Ouais, je sais plus. Le Golden Gate Killer? Ouais. En bref, ensuite, il va voler le Lexus de Miglin. Donc, il a pas eu son Mercedes, mais il a eu un Lexus, pas mal. Pas mal. Et il va prendre la fuite. Et la famille donc de cet homme-là, Miglin, a toujours affirmé qu'il ne savait pas qui était Andrew. Okay. En gros, il n'a pas fait ça par pour vengeance, pour autre. Ça a été aléatoire selon la famille de cet homme Miglin. Donc, c'est là où le chasse à l'homme sera lancé. Donc, pas de 2 décennies. Je sais pas où j'ai sorti ça. Presque un an. Non, quelques semaines. Parce que là, c'était en avril 97, à quelques semaines près. Donc, n'importe quoi. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Merci. C'est pas grave. Donc, la police va annoncer qu'il le traquait, donc, aux journaux, grâce au téléphone de la voiture volée. Du coup, Andrew, qui était déjà au New Jersey, va l'entendre et va arracher le téléphone. Okay. Mais, sachant qu'il fallait une autre voiture, il se gare sur un parking d'une cimetière et va abattre un homme nommé William Reese, le gardien, pour voler son pick-up rouge. Oh mon Puis Dieu, il disparaît. Mais bon, apparemment, William n'est pas mort. Il a juste été tapé. Ça va. Donc, en fait, un autre truc intéressant avec Andrew, c'est ce que tu revenais, il adorait l'art, la mode, la littérature et les voyages. Et d'ailleurs, son corps, quand il a été retrouvé, il est à côté d'une pile de magazines, dont Vogue. Ouais. Mais il a jamais essayé de faire carrière dans ces domaines. Donc, quand on raconte qu'il était fantasmé ou qu'il adorait Gianni, je sais pas si ça a vraiment été prouvé. Moi, dans beaucoup des choses que j'ai lues, c'était pas le cas. En fait, c'est peut-être juste une vie de faste, quoi. Il voulait une vie oui, mais sans s'engager plus, sans travailler, sans avoir plus de connaissances, sans aucun effort. Il a jamais essayé de travailler dans ces mondes-là, ni de s'incruster plus. Hein. Ouais. Donc, dans ce côté-là, il est vraiment l'opposé de Gianni, qui était travailleur, investi, passionné, etc. Donc, qui est Gianni pour le situer un peu plus? Donc, il est né le 2 décembre 1946 à Reggio de Calabre, donc qui est en fait en Italie à la pointe de la botte. En fait. C'est un fils d'un vendeur d'appareils électroménagers et d'une couturière de village. Donc, il vient pas même du monde de Andrew. Ah, pas du tout. Il vient d'un monde beaucoup plus pauvre. Il ne s'intéressait pas beaucoup à l'école. En fait, là où il voulait toujours être, c'est l'atelier de sa mère, Franca Versace, qui faisait de magnifiques robes de mariée pour les jeunes filles de leur communauté. Trop beau. Et lui disait souvent, pourquoi ne vas-tu pas jouer dehors avec tes amis? Et lui, il disait que non, je veux rester là, je ne veux pas, je veux que tu me montres comment tu fais les vêtements. J'adore. Donc la passion immense. Ouais, j'adore ce genre d'histoire. À l'âge de 25 ans, il était à Milan, qui était vraiment le centre de la mode. Mm. Et il a fait sa première collection qui a été présentée le 28 mars 1978 à la Permanente, un musée d'art contemporain. Et là, c'est vraiment où il devient la coqueluche de Milan, avec des vêtements très provocateurs, qui va aussi développer ou déclencher plutôt une rivalité acharnée avec Giorgio Armani. Oui, c'est vrai, ouais. Voilà. On disait des deux, Armani habille des femmes mariées, Versace habille des maîtresses. Oh, parce que c'est vrai, ils ont pas du tout le même style. Ah non, c'est sexe, c'est cul, c'est le criard, c'est or, c'est grosse boucle. C'est autre chose. Voilà. Et on dit aussi de Versace que c'était pas juste un brillant créateur, c'était aussi un brillant marketeur. En fait, c'est lui qui a fait le premier à faire venir les célébrités au premier rang. Okay. En fait, c'est lui qui a été le premier à faire appel des actrices ou des rockstars dans les campagnes publicitaires. Okay. Et il avait vraiment compris l'importance de faire connaître son nom et son image à l'échelle mondiale. Okay. Donc, il avait vraiment une vision vraiment plus loin que la plupart des personnes. Donc, il est devenu un des créateurs le plus célèbres. Moi, j'avoue que j'en connaissais pas tellement avant lui. Et d'ailleurs, c'est lui qui a créé le phénomène de top model, que ça soit Linda Evangelista, Christy Turlington ou Naomi Campbell. Les super. Il a créé cette idée. Ça n'existait pas avant, les top modèles.
Donc, intéressant, ça je savais pas non plus, tu vois. Mais en fait, plus encore, on dit de lui que son esthétique offrait un contraste rafraîchissant avec la simplicité architecturale de ses prédécesseurs, qu'en fait, c'était vibrant, sensuel, amusante, il avait compris que le but de s'habiller n'était pas pour se couvrir, mais pour être séduisant. Ouais. Et il pensait qu'il faut s'habiller pour attirer l'attention. C'était son objectif et je pense qu'elle est très bien réussie. Oui. Donc, il avait un don pour découvrir et cultiver des talents bruts. Le top modèle Carla Bruni, je vais en parler un peu parce que en France, elle est Madame connue. la présidente. Voilà, Madame Mrs. President. Elle a dit que Gianni m'a fait participer à son défilé alors que je n'avais que 2 photos dans mon book et que je n'étais pas du tout célèbre. Bon, en même temps, Nepo baby à fond, mais ok. Nous étions jeunes et fragiles. Ils nous traitaient comme des princesses, comme si nous faisions partie de leur famille. Qu'est-ce qui a donc déclenché la rage meurtrière de Andrew? En fait, est-ce que c'était l'univers de célébrité, toutes ces personnes qui gravitaient autour de Gianni? C'était sa renommée? Une obsession malsaine. En fait, il dit que les 2 hommes se seraient rencontrés une fois en 1990 dans une boîte de nuit de San Francisco, mais peu de gens croient qu'il y a véritablement une relation entre eux. En tout cas, le 11 mai 1997, 2 jours après avoir tué sa 4e victime dans le New Jersey, je reviens, je me suis trompée, donc il a bien tué William Reese avant de piquer son pick-up. Tu m'as fait espérer. Ouais, je me suis trompée. William, c'était l'ascenseur émotionnel. Que 5 pages, mais voilà. Andrew, donc le 11 mai, va arriver à Miami et réserver une chambre pour $27 à Normandy Plaza Hotel, un établissement miteux situé à 6 km au nord de la villa de Versace. Il va passer son temps à se droguer, à manger dans les fast-foods, à voler, à fréquenter des boîtes de nuit gays, où il cherche à chaque fois visiblement des hommes plus âgés. Donc, la veille du meurtre de Versace, Andrew était à court d'argent. Il avait quitté l'hôtel sans payer sa note. Depuis ce moment, le FBI a été vivement critiqué de ne pas avoir anticipé que Andrew se rendrait à Miami et plus précisément à South Beach, parce qu'apparemment le palais de plaisir gay, on appelait ça aux États-Unis. Mais les détracteurs des forces de l'ordre affirment qu'ils avaient des avis de recherche avec la photo de Andrew qu'ils avaient diffusée dans la communauté gay et il aurait été rapidement identifié. Donc on ne sait pas pourquoi ça a été pas plus vite. Et si le FBI, par contre, avait mieux connu le milieu gay, il n'aurait peut-être pas pu vivre librement dans le sud de la Floride pendant 2 mois. Parce que ça a quand même duré 2 mois entre ce qu'il a tué les premiers 4 et Gianni, c'était long. On est d'accord. Donc, les accusations qu'il aurait pu faire plus et plus tôt sont devenues théoriques. En fait, la famille Versace, du coup, par la suite, a essayé d'aller de l'avant sans lui. Donc, on connaît tous que sa sœur Cadette, et c'était aussi sa muse, ça je savais pas, Donatella. Elle est tombée tout de suite après dans la toxicomanie et a failli perdre sa place dans l'entreprise avant d'aller en cure de désintox. Ah, mais je savais pas. Sous la pression de Elton John. Il a aidé beaucoup de personnes bien qui sont, quand on lui dit des histoires, à chaque fois que quelqu'un tombe dans la drogue, Elton John, son ami ou pas, c'est ça, sur son tapis, je sais pas. Santo Versace, donc le frère qui supervisait les activités commerciales de la marque depuis 77, pardon. Waouh. Lui, en fait, et Donatella vont se heurter après la mort de Gianni. Mais pendant les années suivantes, ils vont faire un retour sensationnel avec les deux à la tête de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, l'entreprise est évaluée à quand même 1,4 milliard de dollars. Incroyable. Donc ils ont su, les deux, ce qui est assez incroyable quand même dans l'historique de cette famille, ils ont su conserver la place de la maison et conserver le nom de Versace. C'est clair. Ce que je trouve plutôt beau et rare, mais quelque part, je sais pas, peut-être que cette mort brutale et horrible aussi, et que Gianni était tellement proche de toutes ces personnes-là, je pense que les gens aussi ont voulu soutenir son mémoire, ce qu'il a fait. Ouais. Et donc, voilà. En fait, en gros, Andrew, il s'agit d'un gamin malade qui est appuyé sur la gâchette. Voilà. Ouais, tout simplement. Et quels que soient ses problèmes, il a réussi à éliminer un homme incroyablement talentueux à la surface de la Terre, on a dit. Ouais. Et donc, il disait à cette famille que Gianni, à cette époque-là, était un bourreau de travail qui se couchait tôt, chérissait sa relation amoureuse de longue date. Okay. Et au final, personne ne sait avec certitude si ces deux hommes très différents se sont croisés avant le 15 juillet 97, ni pourquoi Andrew Cunanan a choisi Versace pour tuer ce jour-là. Voilà. Ouais, en fait, c'est random. C'est random. Pour moi, dans ce que j'ai retrouvé, c'était random. C'est horrible, hein. Ouais, c'est horrible, tout est horrible, mais c'est super intéressant. Et je pense que ça
il y a tout dans cette histoire, dans le sens où c'est fast, c'est les paillettes, c'est les machins, et c'est le mystère. C'est ça. Complètement mystère. Bon, écoute, excuse-moi pour mes plusieurs fautes. Je vais voir si vous suivez. Mais ça faisait 20 ans qu'ils recherchaient Andrew Cunningham. Alors, 2 décennies. Alors, il faudrait que je me relise. Mais, encore une fois, c'était un peu Frankenstein, mon récit. Du coup, j'ai dû me mal lire. Par contre, je savais pas qu'elle était partie en cure de désintox Donatella, qu'elle avait failli ne pas être tête de Versace. Ah oui, parce que ça fait longtemps qu'elle est... Enfin, c'est comme le visage après clairement. Ouais, non, enfin, elle en a eu plusieurs de visages grâce à son médecin, mais... Méchant. Non. Elle a pas choisi un très très bon chirurgien. Alors que Kris Jenner... Ouais, mais bon, il y en a d'autres. Regarde la nouvelle femme de Jeff Bezos, quoi. C'est une horreur. Horrible. Ouais, non, mais c'est... Alors quoi, l'argent du monde peut pas t'acheter la classe ni un bon Alors médecin. que franchement, enfin, c'est ça, tu prends-toi le meilleur chirurgien du monde. Mais peut-être parce que c'est too much. Mais ouais, alors qu'elle était mignonne. Oui, elle était très mignonne. Après, elle reflète un peu peut-être son intérieur. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Alors, on n'a même pas parlé du mariage de Amazon, mais on va pas le faire. Je pense que il y a pas besoin parce que je pense que les Vénitiens, ils doivent pas kiffer. Ben non, mais ils ont fait même des manifestations, ils ont fait yes. Ouais, mais génial. Et ils ont fait même comme des gros épouvantails en papier mâché de Jeff Bezos et sa femme. Parfait. Sur les gondoles, genre, on veut pas, si tu es capable de te payer un wedding à Venise pour je sais pas combien de millions de dollars, tu peux payer plus de taxes. Oui, c'est ça. Incroyable. Parfait. Non, les Vénitiens étaient, moi. On va finir sur une note avec des bulles et de la fraise. Et j'ai vraiment envie de le tester en cocktail. Ah, mais il faut le tester en cocktail. Ouais. Mais même comme ça, qu'est-ce que c'est génial. Et alors, Sarah, on a mis 0 glaçon. On a mis 0 glaçon. Non seulement j'adore, mais en plus, nous qui aimons les bulles, en fait, on se paye pas souvent une champagne. Moi, les Prosecco, je suis très Moi, j'en ai marre de Prosecco. Pareil. Parce que là, es tombé sur du les bulles à 11%. Ah, c'est parfait. Ah, mais je suis vendue. Vendue. C'est parfait. Alors, imaginez-vous un soir d'été sur votre terrasse ou sur une terrasse. On va le faire là. On va finir le podcast sur la terrasse. Et testez-le avec l'orange, petite tranche d'orange sanguine, des glaçons. Et franchement, je pense que ça... Non, ça peut être une tuerie. Une tuerie. Pour moi, ça sera une 5 sur 5, puisque en plus, dans les bulles, on n'a jamais noté. Non. Donc, du coup, je peux y aller. C'est notre, le patient zéro des bulles. Le patient zéro, non, on en a fait une fois, mais c'était pas très bon. Mais bon, donc, du coup, on va dire que c'est patient zéro. Voilà, patient zéro. Excellent. Cheers. Donc, merci les Aubrières. Merci Sarah et Charles. Merci Sarah et Charles. Et j'ai adoré. Ouais, trop bien. Et merci. Il me tarde de finir le dernier verre sur la terrasse. Oui. Sur ce, on se voit la semaine prochaine. Ciao. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.